Salut Juliette. Salut Nas. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis aujourd'hui journaliste, animatrice télé et radio et j'ai longtemps été dans la musique en tant que productrice, DA, manager, éditrice, d'artiste. Je fais pas mal de stratégies encore aujourd'hui, du lobby, le terme est un peu fort parce que ça va souvent avec des millions et c'est assimilé à la politique, mais je fais beaucoup de networking et de stratégie, tant pour des artistes que pour des gens qui ont besoin de conseils. Alors quel a été ton parcours scolaire? Oh, j'ai pas fait grand chose, j'ai eu un bac STT, j'ai fait 1 mois et demi de BTS force de vente et j'ai arrêté. Alors on va évoquer d'abord ta passion pour la musique, d'où vient-elle? À l'âge de 11 ans je crois, pour autant que je me souvienne, j'ai découvert le rap en fait. Et j'ai 38 ans aujourd'hui donc ça remonte. Et j'étais moi au fond d'un petit village, donc pas du tout l'éducation de la street, etc. J'ai grandi dans un village de 1500 habitants à 15 km de Lille. Donc, et je suis tombée sur une émission d'Olivier Cachin à l'époque, M6 Rap Time. Et j'ai découvert cette culture et ça m'a... J'ai toujours aimé la musique, mais je suis vraiment tombée dans le rap quand j'avais 11 ans. À un moment donné, je me suis identifiée à tous ces mecs ou ces nanas, parce qu'il y avait aussi des nanas à l'époque, peut-être plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, qui disaient tout haut ce que plein de gens pensaient tout bas. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la musique? Le fait que la musique est pour moi le meilleur vecteur de communication au monde. Tu peux faire pleurer les gens, tu peux faire rire les gens, tu peux passer des messages politiques, tu peux passer des messages de paix, tu peux passer des messages de guerre par ailleurs. La musique est pour moi vraiment le meilleur vecteur de communication. Et étant plus jeune, tu souhaitais faire carrière dans la musique ou juste écouter de la musique? Quand j'avais 11 ans, non, j'étais danseuse, etc. Je n'étais pas spécialement partie pour ça, mais très vite, à 18 ans, je me suis dit, je veux être dans ce game. On va évoquer ta carrière de manager. Okay. Avant d'être journaliste, tu es toujours une manager. Alors en quoi consiste ce métier? Être manager? Ouais. À ne pas dormir, à travailler 7 jours sur 7. Non, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire beaucoup de stratégies pour un artiste, l'emmener d'un point A à un point B, être vraiment l'intermédiaire entre l'artiste et le reste du monde, à faire de la coordination, parce que dans une équipe, sur le développement d'un artiste, tu as des attachés de presse, tu as une maison de disques, tu as l'éditeur, tu as le tourneur, tu as le réalisateur du clip, tu as un tas de gens. Et donc le manager est la personne qui va centraliser toutes ces informations et qui va aller à la pêche aux autres projets, qui va aller à la pêche aux signatures de contrats, qui va aller à la pêche aux concerts, ou qui va essayer en tout cas de construire une équipe pour que le développement de l'artiste puisse se faire à bon escient. Et d'où est venue l'idée de te lancer dans cette profession-là? C'est venu au fur et à mesure en fait. C'est venu au fur et à mesure. Quand j'étais à Lille, j'ai eu la chance d'être embauchée dans une salle de concert quand j'avais 18 ans et où on organisait le plus gros festival hip-hop d'Europe qui s'appelait Pas de Quartier. J'ai organisé donc ce festival pendant 2 ans. J'ai en parallèle du coup fait pas mal de promotions indépendantes pour les rappeurs et notamment la Mafia Qu'un Free pour le 113 entre autres. Et c'est comme ça que j'ai connu un peu tout le monde puisque tout le monde était passé dans cette salle de concert. On les avait fait vraiment, on avait fait passer tout le rap français et puis les Américains aussi beaucoup, de Nas à Wu-Tang, enfin vraiment il y avait du monde qui était passé par là. Et donc j'ai déjà un joli petit carnet d'adresses, je maîtrisais plutôt bien la promo dans le nord de la France et j'ai commencé à faire de la promotion d'artistes. Et Doudou Masta, qui avait monté un collectif, me propose en fait un jour de descendre sur Paris pour m'occuper de son collectif qui s'appelait Bougotop à l'époque. Et j'ai accepté, je suis descendue, j'ai commencé à faire de la promotion dans un premier temps, puis je suis devenue manager. Ouais. Et je me suis occupée d'Expression Directe et de plein d'autres groupes ensuite. Parmi les nombreux artistes que tu manages, est-ce que tu as un petit chouchou, celui que tu préfères Je les aime tous en fait. J'aime tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé, tous parce qu'ils m'ont tous appris des choses, parce qu'ils font partie de mon histoire, ils font partie de ma vie, je fais partie de la leur. Tant avec les Jamaïcains avec lesquels j'ai travaillé, qu'avec les Américains, qu'avec les Français. C'est vrai que je suis très associée à Kerry parce que en plus d'être, que tu es amie avec les artistes avec lesquels tu travailles. C'est pas possible, à moins que ce soit uniquement pour l'argent, mais moi je fais pas partie des gens qui savent être motivés uniquement que pour l'appât du gain. Donc j'ai besoin d'aimer les gens pour qui je me bats. Donc effectivement, tout le monde a tendance, je te dirais évidemment aujourd'hui Kerry, mais pour le coup, c'est tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé sont des gens que j'aime profondément, il n'y a pas de préférence, ce sont juste des histoires complètement différentes à chaque fois.
et une construction de quelque chose de complètement différent à chaque fois. As-tu une anecdote marrante à nous raconter sur l'un des artistes sur lesquels tu manages? Est-ce qu'il s'est passé une chose assez marrante, une date de tournée? Mais il se passe toujours des choses marrantes. C'est-à-dire que je pourrais écrire un bouquin tellement j'ai des anecdotes qui sont à hurler de rire. Il y a une anecdote qui m'a... Alors, une anecdote drôle, dirons. Je suis à l'époque avec des Jamaïcains. Anthony B, qui est bobo, un peu à Capleton, Sizzla Style, etc. Il y a une dizaine d'années, les mecs marchaient beaucoup, il y avait le Garance Reggae Festival tous les ans à Bercy, c'était un carton. Et on part faire une émission à Génération FM, qui était à Philippe Auguste à l'époque. On va faire une émission de radio, on doit redescendre à Bercy pour aller faire les balances. Il y a quand même 17 000 personnes qui attendent ces artistes-là. Et on se retrouve bloqué dans la voiture à Bastille. Il faut savoir qu'en plus, gros débat à l'époque, puisque les mecs avaient la bêtise de clamer des propos homophobes. Et c'était devenu une espèce de gimmick comme ça. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de concerts annulés justement à cause de ce genre de propos. Et puis les Jamaïcains, après, il faut savoir quand même que c'est un pays du tiers-monde, c'est des mecs qui viennent vraiment, qui ont des vies, c'est The Pequignos, les mecs. Donc du coup, ils sont assez hardcore et virulents dans leurs propos. Et on se retrouve bloqué en fait de Génération jusqu'à Bercy, on se retrouve bloqué dans les embouteillages, des embouteillages. Et à un moment donné, on arrive à un carrefour à Bastille, on est bloqué par la police, on ne peut plus bouger, il y a trop de voitures derrière, partout, machin. Et en fait, c'est la Gay Pride, et c'était la Gay Pride le même jour. Et donc on était bloqué, on ne pouvait pas bouger. Et on a vu le défilé de la Gay Pride, les chars, avec les Jamaïcains qui n'avaient jamais vu ça de leur vie. Ils ont pété un câble. Pour eux, c'était pour eux, c'était irréel. Ça n'existe pas. Les mecs, je trouve ça très marrant, leurs histoires. Les mecs qui sont là, kermesse, etc. Enfin, tu vois tout ce que tu peux t'imaginer d'une Gay Pride. Et là, d'un seul coup, c'est le choc des mondes. T'as les bobos rastas qui sont les extrémistes des rastas hyper conservateurs qui d'un seul coup sont obligés d'assister au défilé de la Gay Pride parce qu'ils sont bloqués dans une voiture, tu vois. Ça, c'est une anecdote qui me fait pleurer de rire à chaque fois que j'y pense. Mais voilà, c'est parce que c'est le choc des mondes et voilà. Alors, tu t'occupes globalement d'artistes hip-hop. Tu penses que ce style musical, il a une bonne image en France ou il y a encore des efforts à faire? Bah, je sais pas, faut demander à Henri Delesquin ce qu'il pense de notre musique. C'est scandaleux. Je suis extrêmement fâchée. Je suis arrivée à un stade où je suis fâchée. Et moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas fâchée, tu vois. Mais ça fait 25 ans que je travaille dans ce game. 20 ans, je me vieillis. 20 ans. Et on représente les premières ventes de disques au monde. On continue à nous prendre pour des illettrés, des analphabètes. Et même chez les gens les plus bienveillants, ou les partisans, les pseudo-partisans, ou en tout cas les non-ennemis, finalement, je me rends bien compte qu'on ne nous donne pas la place qu'on devrait avoir. Ouais. Mais comment t'expliques ce mépris-là? L'ignorance, la peur, la condescendance, le fait que c'est porté par une partie de la population qui est certainement la plus pauvre, parce que ça vient de là. Plein de choses, la couleur, les origines, la peur. C'est Orelsan, j'avais adoré, c'est pas Orelsan, pardon, c'est Nekfeu qui disait, je suis ravie, c'est un super rappeur Nekfeu, mais Nekfeu a fait tous les plateaux télé. Ça c'est incroyable, alors c'est mérité, mais il avait bien conscience, et d'ailleurs je crois que c'est Cherokee qui l'avait dit, mais j'ai bien conscience que c'est parce que je suis blanc que je fais tous ces plateaux télé. Un autre rappeur qui ferait exactement la même chose que moi, noir ou arabe, ça passerait moins et il serait moins invité, il serait moins exposé sur des médias, les inrecuptibles, etc., etc. En tout cas, c'est mon point de vue. Et ça n'est pas qu'un point de vue, c'est une expérience. La majeure partie du temps où on appelle des rappeurs pour s'exprimer en médias très généralistes, c'est le lendemain d'un attentat ou la veille d'un débat sur les voiles. On leur fait beaucoup moins de points d'or que sur un Christophe Maé, alors qu'ils vendent en moyenne 3 fois plus. Donc oui, là je commence à être fâchée. Ouais. Et pour toi, cette situation, elle est irréversible ou il y a quand même les moyens de changer les choses à plus ou moins long terme?
sur du moyen long terme, ça finira bien par changer, c'est en train de changer. Je vois en médias, ne serait-ce que typiquement avec Kelly, je vois en médias des gens, il y a 5-6 ans, c'était « Ah mon Dieu, Kelly James, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Et aujourd'hui, sur certains médias généralistes, aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont intégré, qui sont devenus eux-mêmes journalistes ou qui ont intégré ces machines-là et qui, du coup, ont grandi par exemple avec du Kelly et qui ont une toute autre approche de fait, puisqu'ils connaissent sa musique. Donc oui, pardon, autrement on arrêterait. J'arrêterais, on arrêterait tous, tu vois. Donc c'est une vraie course de fond. C'est une vraie course de fond qui est assez injuste en fait. Parce que non seulement c'est plus dur, et en plus certaines personnes, la raison pour laquelle ça devient vraiment dur, c'est qu'en ce moment, tout le monde se lâche en plus. Tout le monde s'autorise à dire tout et n'importe quoi. Je parle, enfin voilà, de Henri de Lesquen qui dit que quand le concert de Black M est annulé, à Verdun, en plus Black M c'est quand même plutôt le rappeur très cool, etc., sur lequel il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de polémique possible. Quand un mec comme Henri de Lesquen dit que c'est la victoire du patriotisme face à la musique nègre, et que le rap c'est de la musique nègre, et que ce mec-là est invité sur tous les plateaux télé, ou qu'il y a des papiers sur ce mec-là un peu partout, je trouve ça absolument scandaleux. Ouais. Je trouve qu'il y a des limites. Donc, tant que ça existera, ou des Zemmour, ou des gens comme ça, moi je suis pour la liberté d'expression, mais dans ce cas-là, qu'on laisse parler tout le monde. Toi qui as beaucoup d'expérience dans le milieu de la musique et du hip-hop, il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent se lancer dans ce milieu-là, qui viennent d'un peu tous les horizons sociaux. Quel conseil tu as à leur donner pour réussir? En tant que manager ou même en tant que rappeur Ouais, bah déjà, apprenez à écrire. Le verbe croiver n'existe pas. Tu vois, c'est ce genre de truc déjà. Ça, c'est un truc qui est important. Parce que tout le monde veut faire du... C'est incroyable. Tout le monde veut rapper. Très bien. La question, c'est qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu vas faire de mieux ou de différent? Rapper, c'est l'écriture. Donc ce serait bien que tu puisses, en tout cas, déjà savoir écrire. Parce qu'on est de plus en plus... on nage en pleine faute de syntaxe. Là, ça devient franchement, c'est trop, ça devient abusé. Sois prêt à bosser. Et ça, c'est valable pour tout le monde, tant pour les managers, les producteurs, etc. C'est pas parce que c'est la musique que c'est cool, c'est juste pas cool. Et c'est un vrai travail. Donc, c'est sûr qu'après, les rappeurs ou les artistes, parce que c'est de l'art, vont être des narrateurs de ce qui se passe dans la street. Mais à un moment donné, il ne faut pas croire que les mecs passent leur vie dans une chicha ou passent leur vie à faire des dingueries, etc. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. La vérité, c'est que tout le monde bosse, que les artistes écrivent des heures en studio, que les managers passent... c'est bling, le pourcentage bling, parce que n'allez pas dans ce truc-là pour le bling. La majorité des gens qui vont dans ce genre de truc, c'est ouais, super, le showbiz, super, les tournées, les concerts. Mais donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Très peu de gens se rendent compte de la masse de travail qu'il y a derrière, du détail, du community management au merchandising, jusqu'à vraiment des négociations de contrats qui durent des siècles, des milliards de coups de téléphone pour pouvoir faire aboutir un projet, juste un tout petit projet. Enfin, c'est énormément de travail. Donc n'y allez pas pour le bling et faites rentrer dans ce game si vous avez une pierre à mettre à l'édifice. Autrement, vous allez perdre votre temps et vous ferez perdre le temps des autres aussi. Et t'en penses quoi de la nouvelle génération de rappeurs qui émerge en ce moment? Il y a des trucs bien, il y a des trucs super. Moi, je suis assez ravie. Il y a 25 ans, on se battait pour que ça devienne un style musical. Donc je suis pas de l'école, lui c'est bien, lui c'est pas bien, lui c'est conscient, lui il dit de la merde. Non. C'est comme le rap est devenu une musique à part entière. Donc dans toute sa diversité, comme le rock. Dans le rock, ça va du métal, du heavy metal jusqu'à la pop rock, la plus variétoche du monde. Et je trouve ça bien, je trouve que chez les jeunes, il y a plein de trucs super. J'aime beaucoup MHD, j'aime bien la MZ, j'aime bien plein de jeunes. Tu vois, c'est pas de... J'écoute tout style de rap en plus. Vraiment. Je trouve qu'il y a des bonnes choses dans tout. Je suis ravie du retour d'Alonso, qui est un semi-ancien, qui revient, qui... Voilà, il y a plein de belles choses qui se passent. Alors il y a un autre phénomène dont les jeunes sont friands, c'est la télé-réalité. Ouais. T'en penses quoi de ce phénomène-là? J'ai un vrai problème avec ça. Je trouve, je sais plus qui disait, divertir sans faire réfléchir, c'est abrutir. C'est ce que j'ai à dire de la télé-réalité. Non, j'ai un autre truc à dire de la télé-réalité. C'est qu'en fait, c'est encore ce syndrome, tu vois. Tout le monde veut devenir star, les réseaux sociaux, les trucs, tout le monde veut être connu, tout le monde veut être... Mais tu veux être connu pourquoi? Tu fais rien. Tu veux faire connaître quoi? Toi?
tes jambes, tes pieds, tes mains, ta coiffure, c'est quoi le truc? Et j'en veux même pas moi aux producteurs de la télé-réalité, j'en veux aux gens qui regardent. Typiquement les anges de la télé-réalité, tout le monde est là, ouais c'est de la merde, c'est naze, mais enfin à un moment donné si ça marchait pas, ça n'existerait pas. Et les gens regardent, Voilà. Donc ouais, c'est assez grave parce que je vois les gamins et les gamines aujourd'hui. J'en ai beaucoup qui viennent me voir en me disant je veux être comme toi, je veux faire comme toi, je veux passer à la télé, je veux être sur une rosta, je veux machin. Pour toi déjà je suis pas une rosta, de deux, tu veux passer à la télé, mais pour faire quoi? La télé, la radio est un outil pour faire des choses. La finalité n'étant pas d'être quelqu'un de connu. On s'en fout. C'est pas ça, c'est pas un job de vouloir être connu. Moi j'utilise le vecteur radio ou télé pour pouvoir passer des messages ou pour pouvoir mettre en avant des gens et c'est un bon outil. Que je sois connu ou pas connu ou reconnu dans la rue ou pas, sincèrement c'est pas du tout un élément important. Donc on est un peu dans cette ère-là du besoin de reconnaissance sociale qui est finalement très dangereux parce que tous ces gamins, ces gamines, s'ils continuent sur cette voie-là sans réfléchir plus que ça à construire un truc, j'ai vachement peur pour eux parce que je ne sais pas où ils vont être dans 10 piges. Alors maintenant tu es devenu journaliste à part entière dans plusieurs médias dont RFI. Comme tu l'as souvent dit lors de tes différentes interviews, tu as appris le métier sur le tard, tu n'as pas fait d'école de journalisme. Est-ce que c'est un job qui t'a toujours plu même étant plus petite? Non, pas spécialement. Je n'étais pas du tout partie pour faire ça. Tout ce qui m'a intéressé moi c'est d'être un vecteur, de transmettre. Et peu importe la façon dont tu transmets. Quand tu es manager, tu es le haut-parleur. Tu mets en valeur et en lumière des gens qui méritent d'être entendus auprès du plus grand nombre. Et donc tout ce qui a toujours été important pour moi, c'était de faire ça. Donc peu importe la forme. Si un jour tu le fais en télé, tu le fais en radio, tu le fais en étant manager, tu le fais en présentant des gens, en les connectant, ça reste de la transmission, ça reste ce métier de vecteur. Et les opportunités, oui, se sont présentées dans le journalisme, etc. C'est cool, au départ on voulait que je sois animatrice, j'ai toujours refusé. Parce que ça ne m'intéressait pas de présenter un contenu que je n'écrivais pas moi-même ou voilà, présenter un truc. Je veux présenter des choses, en tout cas, que j'ai écrites, sur lesquelles j'ai travaillé, avec du fond. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir amener voilà, mon point de vue. Et je trouve que le monde dans lequel on vit est tellement manichéen. Les gens sont très arrêtés, c'est blanc, c'est noir. Si toi t'es comme ça, c'est que tu vas être comme ça. Si tu viens de là, c'est que t'es comme ça. Alors que dans la vraie vie, je connais tellement de gens qui sont justement à des milliards de kilomètres de la première idée qu'on pourrait se faire d'eux, que je prends un malin plaisir à aujourd'hui pouvoir mettre ce décalage en avant. Je trouve qu'on a besoin de ça. C'est plus tu mettras en avant la personnalité des gens et tu mettras en avant les points communs au lieu de mettre en avant les points de désaccord, plus on avancera dans le bon sens et je pense que plus que jamais on a besoin de ça. Ouais. Je suis pas à la course au buzz, rien à foutre du buzz. Alors en voyant ce que tu fais, j'ai l'impression personnellement que ton exercice favori c'est l'interview. Est-ce vrai? Et pour quelle raison? Encore une fois, parce que j'aime interviewer les gens, j'aime que les gens me parlent, ça se passe bien parce que comme j'ai été manager, je pense qu'il y a un truc qui fait que je n'ai pas l'approche d'un journaliste habituel ou un journaliste qui n'a jamais fait que, et sans mépris évidemment, le travail du journalisme. Donc quand je parle à des artistes ou je parle même à des personnalités, etc., je suis ni impressionnée, ni... et je vais peut-être leur poser des questions différemment, plutôt d'un point de vue manager ou avec peut-être une bienveillance autre. Et donc du coup, ouais, j'aime ça, j'aime pouvoir pas être dans le gossip, je suis même pas à la course de tu vas me donner une info exclusive. Encore une fois, je m'en fous de l'info exclusive. Ce que je veux absolument, c'est que les gens, quand ils entendent l'interview et que l'interviewé, ils aient à un moment donné l'impression d'avoir entendu autre chose. On est tous des humains. Et on a tous des histoires de vie, on a tous des choses super nourrissantes pour l'autre à raconter. Et souvent en plus les personnalités sont interviewées dans le cadre de la promo. Donc ils sont vachement enfermés dans un rôle dans lequel on les bloque. Et j'aime assez moi justement partir sur d'autres terrains et leur donner la possibilité de s'exprimer sur des choses inhabituelles pour eux.
Et en tant que journaliste, quelle est la rencontre qui t'a fait le plus d'effet ou quelle est l'interview qui t'a le plus marqué? Encore une fois, étrangement, on m'a souvent posé cette question. Tu peux être fier de toutes tes interviews, des fois tu merdes, tu trouves que tu as été nul, médiocre, que tu n'as pas rebondi, que machin, tu aurais dû poser telle question, tel truc. Mais j'ai pas une interview. Toutes les interviews ont été chambées. En tout cas, elles ont toutes été pas chambées. Qu'on s'entende, hein, je suis pas du tout dans l'auto-congratulation, je suis pas du tout en train de dire que mes interviews sont chambées par ailleurs. C'est juste qu'en tout cas pour moi, ce que j'ai préféré, toutes ces interviews m'ont appris quelque chose, donc elles ont toutes été, c'est pas de la langue de bois. Après récemment, j'ai fait Kerry, Lino, Youssoufa, j'ai symboliquement aimé les avoir les trois sur le plateau pour Musique Nègre, tu vois. Mais j'ai fait Sean Paul, j'ai fait plein de gens différents et parfois j'ai même interviewé des gens qui n'étaient absolument pas connus dans le cadre de reportages, des gens qui étaient de Wallis et Futuna, tu vois, qui étaient engagés dans l'armée ici en France. J'ai fait des interviews de Madame Michu, la boulangère du coin, et c'était charmé aussi, tu vois ce que je veux dire, parce que les gens ne demandent que ça, que de pouvoir parler, s'exprimer en fait. Il faut juste savoir les écouter. Aujourd'hui, je trouve que les formats, d'une façon générale, sont vachement faits en sorte que c'est le journaliste, la star, quoi. C'est même plus... c'est le journaliste pose des questions plus longues que les réponses des invités, quoi, tu vois. Donc, ouais, les gens sont plutôt globalement contents de dire des choses et quand ils sont à l'aise, ils disent tous des trucs charmés, donc tous les interviews sont bien. Alors, dans une récente interview que tu as donnée, j'ai entendu que tu aimerais avoir ton propre talk show à la télévision. Ouais. Où en est le projet? C'est dur. C'est dur. Je présente des pastilles en ce moment qui s'appellent Ni pour ni contre, bien au contraire. J'ai déjà fait une série qui avait été diffusée sur France O et TV5 Monde. J'en ai refait d'autres avec des gens assez extraordinaires qui ont accepté de faire ce truc-là avec moi. J'ai eu Catherine Laborde, Claude Chirac, Fabrice Eboué, Fred Musa, Mollaret. C'est des interviews sociétales. Donc on parle des nuits debout, on va parler des écoutes téléphoniques, on va parler des smartphones, des réseaux sociaux. J'ai tairé le nom évidemment des directeurs d'antenne qui ont eu la gentillesse de me recevoir, mais j'ai quand même eu des réponses assez surprenantes sur par exemple une interview que j'ai faite de Claude Chirac sur l'utilisation des smartphones et ses dangers potentiels, etc. On m'a quand même demandé pourquoi j'étais pas allée voir Trace TV. Avec tout le respect que j'ai pour Trace, puisque je travaille pour eux, et c'est la famille, et je présente les Trace Music Stars pour eux, etc. Mais je vois pas à quel moment dans une interview avec Claude Chirac sur les écoutes téléphoniques à l'Élysée, potentiellement justement les dangers du smartphone, à quel moment la personne qui me reçoit quand je monte mon programme peut penser à Trace. Donc je lui ai demandé si c'était quand je suis rentrée dans la pièce tout de suite ou c'est là maintenant qu'elle pense à mon taux de mélanine. On a un vrai problème quand même, c'est compliqué. Mais on finira par y arriver. Il y a aussi des gens qui prendront des risques. Après la télé, tout ça, les médias, c'est beaucoup d'investissement. Moi je suis, je pense, symbolique de ce qu'est la France. J'adore le rap, ok, mais je connais mieux les vins de Bordeaux que les Bordelais, tu vois. Je suis un électron libre, je baigne dans plein d'univers complètement différents. On va rester dans les médias. On dit souvent qu'on déplore en tout cas qu'il y a un manque de diversité, un manque de métissage dans ce milieu-là. Vrai ou faux débat selon toi? Vrai débat, ouais. Après, quand on dit diversité, ça me fait rire de rire. On sait que c'est les Noirs, les Arabes, peut-être les Roms et les Chinois dont on parle, et les Pakistanais ou les Indiens, mais c'est un vrai débat qui est scandaleux en fait, parce que je suis à la base contre la discrimination positive. Je refuse d'être réduite à un pourcentage qui ne veut rien dire. Mais si, il faut le faire, parce qu'on n'a pas le choix et qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'imposer, et pousser les gens à penser autrement, autre chose, etc., bah pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Mais c'est complètement con. Enfin, tu vois. Et en même temps, il y a des gens comme Karine Diop, qui est une grande amie qui présente le JT d'M6 de 12h45. Elle explose les scores, elle fait 2 millions de téléspectateurs. Bah ouais, de la Martinique, de la Guadeloupe, elle est bien noire, quoi. Tu vois, et en fait, finalement, quand ça marche, c'est les directeurs d'antenne qui se posent des questions.
Je crois pas que les Français se posent tant de questions que ça. On entend souvent ceux qui sont là, qui gueulent et machin, ouais, on n'est pas content. Je pense qu'aujourd'hui, en 2016, les Français s'en foutent en fait. Fais juste ton job. T'es là pour nous faire rire, fais-nous rire. T'es là pour faire de l'info, fais de l'info. T'es là pour faire du divertissement, fais-le. Que tu sois blanc, jaune, vert, bleu, machin, on s'en tape. Fais juste le job. Les mecs se posent pas les bonnes questions. Ils sont financés aussi par des marques. Il y a la publicité qui paye la télé. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que tu as aussi les directeurs de pub. Même pas les agences de pub, les directeurs de marque. Le film 99 francs de Bec BD, il est super là-dessus. Tu te dis, ah ouais, pour la meuf qui vend le pot de yaourt, il calcule tout, la longueur de ses cheveux, sa couleur, elle est trop foncée, elle est trop claire, les machins, parce qu'en fait, un tel va pas s'identifier. Et malheureusement, tous ces mecs-là qui font d'autres études sont complètement armoires sur la réalité de la vie aujourd'hui. En 2016, en France et dans le monde, les gens se mélangent, les gens sont métissés, enfin tu vois. Et donc finalement, les médias aujourd'hui s'éloignent de plus en plus du reflet de ce qu'est la société. Enfin, s'éloignent de plus en plus de la société, de ce qu'est la société. Et le web, c'est pour ça que le web prend de plus en plus de pouvoir, parce qu'il est vachement plus à l'image de ce qu'on est. Ça, les Français, c'est un mélange de plein de choses. Donc pour toi, le web, c'est un média d'avenir? Oui, bien sûr. C'est même pas un média d'avenir, c'est maintenant en fait. Ouais. Alors, tu es débordante d'énergie, on l'a vu dans cette interview. Tu n'hésites pas à avoir... Je suis très calme. Tu as beaucoup d'actions humanitaires notamment et associatives. Comment tu fais pour t'organiser avec aussi ton métier de journaliste et manager? Je travaille, j'essaie de m'organiser, il y a plein de choses que j'aimerais faire que je ne peux pas faire, il y a plein de gens que j'aimerais appeler, que je ne peux plus appeler, ou j'ai pas le temps d'appeler, machin, je suis assez... t'as pas le temps de tout faire, mais c'est de l'organisation. Après, c'est important pour moi, ouais. Encore une fois, tu vois, si la notoriété doit servir à quelque chose, sachant que ça n'est pas une finalité, comme je te le disais tout à l'heure, autant qu'elle serve à servir de bonne cause. Voilà. Si ça ne flatte pas spécialement mon ego, mais si le fait que les gens m'aient vu à la télé ou m'aient entendu à la radio, si cette notoriété-là me donne plus de crédit d'une façon assez légitime, en fait, tant qu'à faire, autant que ça puisse servir pour de nobles causes en dehors de mon cité. N'étant pas des quartiers populaires, comment on explique le fait que tu sois proximité avec la culture urbaine, avec les quartiers populaires et aussi avec l'Afrique? C'est drôle, ça me fait penser à un pote à moi qui me dit tout le temps, mais pourquoi tu t'es mis dans cette galère? T'étais supposé faire des grandes études, t'étais en école privée, t'aurais dû gérer un magasin, un truc, machin, devenir énarque. Bon, déjà, je suis issue aussi des quartiers, pas des quartiers populaires, mais je fais partie de la classe moyenne française. Donc je ne suis pas non plus issue d'une famille riche. Mes parents étaient entrepreneurs et je les ai vus bosser toute leur vie. Après, moi, j'ai été adoptée et je ne sais pas trop d'où je viens. Il y a des traces du côté du Tchad, de l'Italie, mais on n'est pas sûr. Ça n'a jamais été une science exacte et donc ça ne l'est pas. Donc je considère que je ne sais pas d'où je viens. Je sais qui je suis pour autant, et je considère que je suis une citoyenne du monde. Alors je déteste parce que ce terme a été biaisé, il a été galvaudé par un tas de gens qui prétendent ça, mais quand on me dit d'où tu viens, je viens du monde en fait. Et donc ça c'est la première chose. L'Afrique, j'ai grandi avec des jeunes de la diaspora, des Africains. J'ai connu quand je me suis mise dans le rap, à écouter du rap, etc. J'ai commencé à connaître vraiment la problématique des quartiers, etc. Et profondément, après, deux choses. J'ai vraiment beaucoup de mal à accepter l'injustice, j'ai un problème avec l'injustice. Donc c'est peut-être la problématique des quartiers, des cités en France, etc., ou des quartiers populaires. Cette problématique m'a peut-être touchée plus que d'autres. Ce qui était assez drôle, c'est que moi, venant de la campagne, étant adoptée par des blanches filles du nord de la France, pour autant, quand je sortais à l'extérieur, j'étais traitée exactement de la même façon que si je venais de Saint-Denis ou de Sarcelles, et que j'étais soit tismée, soit rouleuse, soit peu importe. Donc je me suis confrontée aussi à ça, à ce genre de discrimination, encore aujourd'hui d'ailleurs, ne venant même pas de là, tu vois. Donc j'ai encore plus compris ça, forcément forcé l'empathie. Ensuite l'Afrique, parce que dans la musique, j'étais en maison de disques, j'ai travaillé avec Koffi Olomide, Papa Wemba, Koffi Olomide, beaucoup d'artistes comme ça, donc j'ai appris à découvrir l'Afrique. Et puis un truc où
effectivement, j'ai été embauchée sur RFI. Enfin, Claudie m'a appelée pour être chroniqueuse dans son émission. Donc j'ai appris à découvrir l'Afrique autrement. J'y suis allée. Et après, c'est pas toi qui vas vers des projets. C'est les projets qui viennent à toi. C'est les gens qui viennent à toi, qui disent ok, je fais des puits d'eau potable. L'eau, c'est la vie. Je pourrais très bien aider des gens à côté de chez moi. Et si je peux donner des coups de pouce, des fois, je le fais. En fait, ou être marraine, ou présenter un show, ou aller faire une conférence. Je fais plein de choses comme ça. Après, effectivement, l'Afrique, mais RFI, c'est quand même entre 50 et 70 millions d'auditeurs par émission. Donc c'est vraiment entendu énormément en Afrique. Donc du coup, on a une grosse notoriété là-bas en tant que journaliste d'RFI et j'essaie du coup de l'utiliser parce que même si en France, il y a des gens qui ont des besoins, n'empêche que personne doit marcher 25 km par jour pour avoir accès à l'eau potable. Et donc, quand tu sais que les gamins, les femmes vont tous les jours chercher de l'eau potable, jusqu'à en marcher 25 km, et s'ils n'ont pas, ils boivent dans les marécages avec des bœufs, des moutons, et que du coup ils en meurent. À un moment donné, tu dis, bon, là peut-être qu'il y a un vrai truc à faire, parce qu'on est vraiment sur la vie, on est sur du fondamental. Mais peut-être que demain, si Marie-Charlotte a une cause, un truc, et qu'elle vient du 16e et que son truc est échelonné, j'irai aussi, peut-être. J'ai pas de limite, en fait. Je suis juste assez révoltée et profondément touchée parce qu'il y a plus. J'aime pas associer la banlieue et l'Afrique. Je trouve ça hasardeux, en fait. Mais je trouve la situation de part et d'autre injuste. Si je peux faire un petit truc pour changer les choses, c'est bien. Alors pour conclure cette interview, quelle est ton actualité en ce moment et comment on peut faire pour te suivre, notamment sur les réseaux sociaux? Mon actualité, je viens donc de remplacer pendant 3 semaines Claudie, qui est partie présenter The Voice Afrique francophone. Ça va être énorme ce truc-là. Donc j'ai eu l'honneur de présenter quotidiennement cette émission Couleur Tropicale. Je vais donc reprendre le statut de chroniqueuse. Je vais continuer à démarcher, mais ni pour ni contre ces fameuses pastilles. Je sens que si je ne trouve pas de diffuseur, ça va finir sur le web, tout ça. Et donc pour répondre à ta seconde question, je suis vachement active sur le web, j'essaie de mettre plein de trucs. Alors vous ne me verrez jamais en duckface ou maillot de bain pour le coup. C'est pas trop mon truc, mais ouais, je vais diffuser, je vais essayer d'utiliser ça. Donc je suis sur Facebook, pas beaucoup sur Twitter. Je suis pas trop bistrot du commerce en fait. Je regarde mais je suis pas active. Sur Facebook oui, sur Snapchat parce que j'aime beaucoup cet outil. Je trouve que c'est drôle, c'est spontané, c'est naturel. Donc Snap, Facebook, Insta, voilà. Et on se parle, je réponds aux gens, plein de gens m'envoient des trucs. Voilà, j'échange. Et puis surtout, j'espère bientôt avoir en effet mon émission à moi en télé, en radio. Donc le combat continue. Très bien. Juliette, pour te remercier de cet entretien, nous t'avons offert une enveloppe à ta droite. Peux-tu l'ouvrir et en décrire son contenu? Ok. C'est quoi là? C'est de l'argent? Un chèque? Ok. Alors Urban Street, amitié, je pense. Donc je suis en effet, ça me dit quelque chose. Ah, celle-là aussi, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Et vous n'aurez pas non plus ma liberté de parler. Hein? Alors, j'adore. Alors, on a choisi cette carte postale parce qu'on a trouvé avec l'équipe qu'elle te symbolise le mieux selon les combats que tu entreprends un peu partout. Donc, c'est la carte postale qui te correspond le mieux. Good choice. Très très bon choix. Je pense donc je suis, mais voilà. Et on veut nous faire croire qu'on n'est pas libre alors qu'en fait on l'est. Et les gens ont peur et vraiment, il faut arrêter d'avoir peur. On a juste le droit de penser, on a le droit d'actionner. Il n'y a rien d'impossible en fait. On est beaucoup plus libre qu'on ne le pense et beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Donc, et ensemble encore plus. Merci et bravo. Merci à toi Juliette. Merci.